Oui, ajouter un mot. Il ne faut pas perdre de vue. Moi, j'ai fait cette expérience à la commission du SGEN-CFDT. Nous nous retrouvions dans les années 70 à Paris, au SGEN, entre Bretons, Basques, Corses, etc. Et j'entendais les lamentations des Basques, et des Corses et des Bretons, et je me disais, mais nous, en Alsace, on a de la chance. Nous, on a 80% de locuteurs. Donc, nous avions 48 ans d'avance ou de retard selon le point de vue sur lequel on se place par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'il y avait ce décalage. Oui, mais ce décalage s'explique. Hein, voilà, il s'explique. Juste un petit mot pour dire que Bernard, bon, ses enfants, il a créé une classe bilingue pour ses enfants aussi, et il a accepté d'être, après nous, président, d'endosser la responsabilité de président d'APCN pendant un moment. Et c'était pas de la tarte, cette gestion, c'est-à-dire c'est beaucoup de travail, hein, et c'est beaucoup d'affronter un tas de choses. C'est vrai que c'est bon, je viens de replacer les choses. Non, mais là, je peux continuer, là. Non, parce que là, je me sens effectivement totalement décalé par rapport à ce qui a été dit. Puisque c'est d'autres choses. Hein, non, mais c'est-à-dire, bon, d'abord, premier élément, c'est que, pour moi, en tous les cas, ma démarche, si je prends ma démarche personnelle, elle part du politique, hein, et d'un certain rapport au politique, et dans le cadre d'un combat pour l'émancipation sociale, pour l'émancipation du prolétariat, et qui intègre nécessairement la dimension culturelle et la lutte culturelle. Et donc absolument, je n'ai pas besoin, la question donc de la langue populaire, de la langue du peuple, donc de ce qui est parlé, puisque ce qui est parlé, et je pense que là-dessus on doit faire extrêmement attention, on parle aussi bien l'allemand, par exemple si on est protestant qu'on va au culte, eh bien il est en allemand, on lit, dans les dernières nouvelles d'Alsace, on lit l'allemand, et puis on parle le dialecte, et le dialecte bon, de Wissembourg, c'est pas le même que celui du Sungo. Donc c'est ce qui me semble extrêmement, enfin ce qui nous semblait extrêmement important, c'est effectivement la lutte linguistique, donc, comment dire, la revendication culturelle et la revendication linguistique dans toute sa variété, ce qui me semble tout à fait important. Alors pour moi ça renvoie aussi, je pourrais dire, à une expérience personnelle. Ma mère est occitane et on parlait ce qui est désigné dans la sphère française comme patois, qui effectivement il y avait un choix qui était fait de pas transmis, mais moi ça me semblait extrêmement intéressant, cette langue qui m'était interdite. Et ensuite j'ai toujours vécu sur des frontières, et j'ai toujours eu ce rapport, pour moi c'est constitutif, comment dire aussi, de mon point de vue sur le monde. J'ai vécu sur la frontière béarno-basque d'une certaine manière, on y parlait basque et on y parlait béarnais, mais aussi la frontière espagnole, on y parlait espagnol. J'ai été au lycée pendant longtemps à Briançon, où on parlait, une grande partie de la population continuait ou parlait italien. Ensuite j'ai vécu, bon j'étais en Alsace, j'ai été aussi au Québec sur une frontière avec la langue anglaise. Donc la question pour moi de la langue, c'est une question, oui, c'est juste une question franco-française quelque part. C'est-à-dire que c'est une obsession, et cette obsession de la langue pure, mais assez étrangère. Et je pense très dangereuse et extrêmement destructrice. Je le vois bien par exemple lorsque, effectivement, j'ai été élu avec Catherine Trautmann en 89 et que j'ai essayé de mettre ou de trouver des prolongements aux luttes menées dans les années précédentes. Par exemple, sur un tout petit truc, sur les plaques bilingues, hein, puisque j'ai été à l'origine des premières plaques bilingues, et ça a commencé à partir dans tous les sens. Effectivement, il y a ceux qui voulaient les mettre en... Il y a ceux qui disaient qu'il faut les mettre en allemand, il y a ceux qui disaient qu'il faut les mettre dans le dialecte il faut les mettre en dialecte. Après, ensuite, quel dialecte? Celui de la Robertso ou celui du centre-ville, puisqu'on ne parlait pas exactement le même alsacien. Je parle sous ton contrôle, Armand. Donc, non, mais ça, c'est un débat extrêmement destructeur, puisque c'est un obstacle, effectivement, au développement de la lutte du combat culturel et du combat linguistique. Donc ça c'est le premier point, donc pour moi. Ensuite, deuxième point, ce qui me semble extrêmement important, alors après je ne sais pas si c'est critique, je reviens un peu sur ce que j'ai dit il y a 15 jours à partir de la présentation
du dictionnaire, puisque pour moi c'est quelque part l'aboutissement, comment dire, d'un travail autour de la culture alsacienne. Et tout à fait par hasard, je suis retombé sur une interview dans Libération en 96, où on avait fait avec Chétel une soirée thématique sur Arte. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, autour de l'Alsace entre ouverture et repli. Et je concluais sur quelque chose auquel je continue à penser, qui pour moi est la base même de tout combat aujourd'hui, et fil à plomb de tout combat autour de la question alsacienne. C'est ce que développe très bien l'écrivain, et c'est ce que mettent en pratique d'ailleurs un certain nombre d'écrivains alsaciens, c'est-à-dire la question posée par Glissant, c'est-à-dire de trois choses. La première chose, c'est ce qu'il appelle poétique de la relation. Hein, c'est-à-dire que, poétique au sens aussi poésiste de création, donc ça renvoie à la question de la création artistique en Alsace, qui est un élément extrêmement important, qu'on prend à bras-le-corps, je pense, et pour moi ça marque quelque part, alors Spengler est très critique par rapport à cette question. Bon, quand on organise les assises culturelles à Saint-Nicolas, donc sur l'importance de l'articulation effectivement avec le travail artistique, et le travail artistique dans toutes ses formes, c'est-à-dire sous toutes ses formes et dans toutes ses langues quelque part, hein, c'est-à-dire aussi bien en dialecte qu'en allemand, et de ce point de vue-là on avait un allié puissant qui était le TNS, puisque TNS c'était quelqu'un, bon enfin Vincent Blanc défendait effectivement un théâtre ouvert, et notamment un théâtre ouvert sur le théâtre, sur le théâtre allemand, et était sensible à la question. Ils étaient quand même partie prenante totalement de ces assises, et bon, ils ont quand même aussi généré de l'écriture théâtrale, même si c'est en français, comme Michel Deutsch, etc., qui sont développés, aussi des comédiens, etc., qui à travers l'école alsacienne, qui ensuite ont fait carrière. Donc je pense que là on est dans une dynamique extrêmement positive. Donc poétique de la relation dans l'aptitude à donner avec, hein, c'est-à-dire qu'on donne avec, hein, où on est avec d'autres, avec l'altérité. Je pense que ça c'est un élément tout à fait important, et contre les approches universalistes, généralistes, hein, c'est-à-dire que ça c'est la mort, c'est ça qui est mortel, hein, c'est ces approches universalistes, généralistes, qui ne prennent pas en compte la culture dans toute sa diversité, polysémie, polylinguistique. C'est le... Donc, et ça renvoie effectivement à quelque chose, et alors là on peut discuter aussi sur une certaine conception de l'Europe, hein, comme une Europe multi... et bon, quand j'étais élu, j'ai défendu, c'est-à-dire, bon, c'est la défense de Strasbourg comme capitale. Il n'y a pas qu'une capitale, on ne fait pas une Europe avec une seule capitale, on ne fait pas une Europe avec une seule langue, c'est au contraire, c'est la promotion et c'est ça qui fait l'intérêt quelque part de l'Europe, y compris à l'échelle internationale, c'est cette capacité effectivement à mobiliser des cultures, des histoires, des traditions très différentes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est avancé par Glissant, qui me semble extrêmement intéressante, c'est la notion de créolisation, c'est-à-dire à travers la rencontre avec l'altérité, on crée quelque chose, on crée une langue, on crée de nouveaux registres culturels, et c'est extrêmement productif. On peut prendre deux exemples tout à fait contemporains. Quand Weckmann écrit en allemand, c'est un allemand qui est aussi empreinte, hein, dans sa forme linguistique, qui emprunte à l'alsacien, mais aussi qui emprunte aussi à des tournures françaises. C'est-à-dire que c'est une langue ouverte, c'est pas une langue fermée. Même chose à l'inverse, on pourrait prendre le cas de René Hennig, qui lui a fait le choix d'écrire en français, mais c'est un français qui a aussi profondément marqué par le dialecte alsacien, par la langue allemande. C'est-à-dire que quelque part, il y a un processus de créolisation à l'œuvre chez ces auteurs. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une expérience qu'on ne cite jamais, qui me semble extrêmement intéressante, parce que peut-être elle déroge, puisqu'elle est quelque part, bon,
qu'on a soutenu, enfin, que j'ai soutenu et qu'on a soutenu quand j'étais élu, c'est l'expérience de Yann Gilg avec les Sons de la rue, qui travaille effectivement sur des mémoires, hein, sur une mémoire alsacienne, sur une mémoire dialectale, mais aussi sur une mémoire de l'immigration, qui est aussi totalement partie prenante de la vie dans notre région. Et ça me semble... Et là, on est bien, effectivement, sur le troisième point, c'est-à-dire que ce que Glissant appelle la pensée du rhizome, hein, c'est qu'il emprunte, je ne sais pas, à Deleuze, je ne sais pas s'il emprunte à Deleuze, hein, c'est-à dire qu'il n'y a pas de racine, hein, il n'y a pas une racine unique, hein, c'est quelque chose qui prolifère, c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas enraciné dans un sol, dans un territoire absolument qui ne varie pas, qui ne change jamais. Parce que ce qui compte, effectivement, c'est la notion de relation. Et de relation à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on doit aussi bien, quand on est en Alsace, je pense, et c'est ça qui fait l'intérêt, comment dire, d'être alsacien, c'est de revendiquer aussi bien la part allemande que la part française de nos héritages. Alors des fois il faut tourner peut-être un peu par exemple dans les cahiers d'Alsace Rouge, donc qui est une expérience un peu qu'on a menée parallèlement au Buderflot, on était effectivement par exemple sur l'idée que combattre, et ça c'est ça qui pourrit aussi quand même le climat fortement en Alsace, c'est-à-dire que l'Allemagne c'est nécessairement, c'est ça qu'on nous a appris, hein, c'est nazi. Hein, donc tout ce qui est allemand est nazi. Donc on a insisté beaucoup d'ailleurs sur l'idée qu'il y avait une autre Allemagne, une Allemagne démocratique, une Allemagne révolutionnaire, une Allemagne ouverte sur le monde et qu'elle ne pouvait pas se réduire à l'expérience nazie. Mais de même, je pense qu'il est important, donc là, si je reviens, je fais là, c'est autocritique, spontanée, à chaud et immédiatement, que par exemple, quand avec Recht, on a travaillé sur le dictionnaire culturel de Strasbourg, 1890-1930, on est exactement sur cette idée, c'est-à-dire de remobiliser effectivement des mémoires et des histoires qui appartiennent aux deux hémisphères, à ce qui constitue les deux hémisphères, de notre tête d'Alsacien. Mais qu'on a peut-être, et j'ai découvert, aussi, on a caricaturé certainement l'autonomisme, effectivement, avec des réductions abusives qui sont aussi le produit de l'histoire, mais on a aussi certainement caricaturé des composantes d'héritage français de la tradition alsacienne. Je pense par exemple même à des types comme Pierre Buchet, qui est en général présenté comme une icône absolue du nationalisme français, qui est sur des positions, quand on regarde de près son action, son investissement dans la société alsacienne, eh bien, tout à fait différentes. En particulier, il y a cet épisode, c'est tout à fait anecdotique, mais du point de vue emblématique, c'est extrêmement important. C'est par exemple quand il revendique, avec Georges Simmel, qui vient d'arriver à Strasbourg en 14, la création d'une université franco-allemande. Et c'est aussi des revendications qui sont portées par des gens qui ont été très caricaturés, c'est-à-dire les revenants, les fameux revenants. Et souvent, parmi ces revenants, c'était des personnes tout à fait justement ouvertes à cette revendication de faire autre chose, d'inventer autre chose à travers la confrontation entre culture française et culture allemande. Je pense des gens comme Henri Albert, donc le frère ou le cousin plutôt de Hans Haug, qui est traducteur de Nietzsche, ou de Charles Handler, qui introduit aussi Nietzsche en France, ou Handler, c'est un personnage aussi tout à fait intéressant. Donc là, c'est-à-dire, alors après, c'est cette effectivement extrême difficulté en France où on a, dans l'espace national français, que l'on a à prendre en compte effectivement la culture comme diversité, pluralité et altérité. C'est-à-dire qu'on est effectivement souvent dans la culture française renvoyé aux racines.